Sunday Night Production. Tu as des athlètes qui ont besoin peut-être on soit plus derrière eux, qu'on leur crie dessus, qu'on leur parle de manière un peu dure. Je peux parler un peu durement aux athlètes, mais pas du tout dans le même style. Et de ne surtout pas rechercher la perfection. Il faut s'accorder le droit de se tromper, il faut s'accorder le droit de ne pas être parfait. Et j'ai des fois eu des réactions où je prenais position et on me disait oui, mais Fred, cette personne, elle a une morphologie fine, il faut l'accepter, c'est pas bien de juger. Moi, je ne juge pas, je mets juste au regard de la détresse de la situation, on va dire, médicale de la personne. Donc non, tu as décidé d'aller sur ta prépa marathon, tu as pris ces décisions en amont, bah maintenant tu t'y tiens et tu te poses plus de questions, quoi. Et si éventuellement c'est... Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode très spécial puisqu'il s'agit du tout dernier épisode de la saison 3. Après, on va partir en vacances et on se retrouvera à la rentrée. Et pour bien célébrer en quelque sorte ce dernier épisode, on vous propose un FAQ où on va répondre à toutes vos questions. Et pour nous aider dans cette démarche, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui est maintenant bien connue de nos auditeurs et auditrices les plus fidèles puisqu'il s'agit de Lauriane qui prend chaque année le contrôle de nos FAQ. Lauriane, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver. Eh bien, c'est réciproque et nous sommes aussi évidemment en compagnie de Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va toi ? Est-ce que tu es prêt pour les vacances ? Alors moi, je suis toujours prêt pour les vacances et je trouve que ça ne vient pas assez souvent malheureusement. C'est vrai, ça peut être un problème. Écoute, il faut que tu en parles à notre producteur Pierre-Emmanuel Hutto. Je suis sûr qu'il va pouvoir t'arranger ce problème-là. Écoute Lauriane, sans plus attendre, je te remets les clés du podcast et puis je te laisse prendre le contrôle. On va répondre nous maintenant Fred aux questions. Ça va faire bizarre. Alors, je rappelle donc le principe pour ceux qui nous rejoignent. Guillaume et Fred vont répondre aujourd'hui aux questions que vous leur avez posées sur Facebook et Instagram et qu'ils vont découvrir en même temps que vous. Dans cette FAQ, nous allons parler de la meilleure façon de revenir après une blessure ou encore des bienfaits de la récupération passive ou active lors d'une séance de fractionné. On va également s'intéresser à la manière dont vous faites face aux critiques, Guillaume et Fred, au regard que vous portez sur les influenceurs running et on va bien sûr parler des nouveautés qui nous attendent sur la saison 4 de Dans la tête d'un coureur. J'en profite avant de commencer pour remercier Pierre-Emmanuel pour avoir sélectionné ces questions que je vous propose de classer en 3 parties. Première partie, des questions relatives au podcast. Deuxième partie, des questions plus précises sur l'entraînement notamment. Et enfin, les questions un peu plus personnelles qui vous sont directement adressées. Messieurs, est-ce que ça vous convient ? Moi, ça me convient parfaitement. Parfaitement également. Alors, c'est parti. On commence tout de suite avec une question de Bast045 pour entamer cette première partie dédiée au podcast. Quel événement vous a le plus marqué cette saison ? Événement dans le podcast ou événement en matière générale ? Non, je pense qu'on peut étendre, on peut élargir. Fred, tu veux commencer ? Je te balance la patate chaude. Eh ben écoute, alors moi je risque de pas être très original. Finalement, l'événement qui m'a le plus marqué cette année, parce que ça m'a le plus impacté au quotidien au final, c'est la poursuite de la pandémie. En fait, en début d'année, en début de saison sportive, c'est-à-dire août-septembre dernier, 2020, on avait des courses qui commençaient à se remonter, un certain nombre d'athlètes qui y participaient, et on se disait que finalement, on était sorti de ce tunnel un peu compliqué de 6 mois depuis le début de l'année, et qu'on allait pouvoir vivre une nouvelle saison sportive riche et intense. Et finalement, à partir de l'automne et du mois de novembre, ça nous est retombé dessus. Donc ça a été très concrètement pour moi l'événement le plus marquant parce que on n'avait pas l'autorisation en tant qu'entraîneur de club d'être sur la piste avec les athlètes, enfin avec tous, parce que certains étant haut niveau, je pouvais, mais voilà, les conditions d'entraînement étaient très compliquées. Il y a eu beaucoup d'entraînement à distance, gérer de la démotivation, de la frustration, le manque de visibilité sur le calendrier. Et du coup, ça a perduré assez tard dans la saison, puisque on peut dire que c'est revenu à la normale d'une manière générale au mois de juin. Donc finalement, on a eu une saison bien plus que tronquée. Et en fait, on s'y était pas forcément préparé parce qu'on disait que finalement tout était reparti sur les bons rails en septembre dernier. Donc
voilà, pour moi, c'était un vrai événement parce que voilà, ça a concrètement impacté mon quotidien, ma relation avec les athlètes et mon activité d'entraîneur et de responsable de club. Bah moi, c'est un peu comme Fred, mais c'est pas forcément sous le même angle. Évidemment, la pandémie, elle a eu des impacts sur tout un pan de la société et sur nous en tant qu'individus et sur moi en particulier, puisque l'un des événements qui m'a plus marqué, je pense, cette année, moi, ça va être mon déménagement, puisque j'ai fait le choix de quitter Paris. J'étais en région parisienne, j'étais à Levallois-Perret et puis j'ai décidé de retourner à la campagne parce que j'avais un besoin de grand air, un besoin de plus grands espaces. Et puis c'est vrai que j'avais ce projet que j'envisageais peut-être sur plus long terme, mais avec la pandémie, je l'ai un petit peu rapproché. C'est aussi des nouvelles méthodes de travail. Maintenant, on est beaucoup plus sur des outils digitaux à distance et donc ça nous permet aussi de ne pas passer du temps dans les transports, de passer plus de temps avec nos proches, de pouvoir aussi pratiquer une activité sportive parce qu'on rajoute du temps dans la semaine et on en manquait cruellement, je pense. Donc, il n'y a pas eu des côtés négatifs à cette pandémie, il y a aussi eu des côtés positifs. C'est aussi notre capacité à faire des choix, à prendre des décisions et je pense qu'avoir déménagé, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis au moins 5 ans. Donc je suis très heureux maintenant et voilà, je pense que c'est mon déménagement le plus important. Bon, et alors du coup, si on se tourne un petit peu vers demain, Jérôme Ducrot nous demande quoi de prévu pour la saison 4 ? Quoi de prévu pour la saison 4 ? Ça va être dur de répondre à Jérôme parce qu'en fait, on travaille actuellement sur la préparation de la saison 4. On vous a dit qu'on partait en vacances, mais ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'on a quand même quelques semaines qui sont réservées justement à brainstormer avec les équipes pour voir un peu comment on peut réinventer le podcast. Je pense que chaque année, le podcast doit se réinventer pour pas qu'on tourne en rond, pour que même nous, intellectuellement, on prenne toujours autant de plaisir à le créer, à le faire, à le produire. Donc, on essaye on va peut-être certainement changer l'identité visuelle, on va casser certains formats qu'on avait d'émissions. L'année dernière, on a eu l'apparition de l'Iron Café, de Fred en 5 minutes. Donc là, on va essayer aussi d'apporter un peu de nouveauté. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Mais ce que je peux vous dire, c'est au niveau éditorial, l'axe qu'on a envie de prendre, c'est qu'on n'a pas envie de parler seulement aux athlètes et aux coureurs et aux coureuses qui nous écoutent seulement que quand ils transpirent, c'est-à-dire pas seulement leur parler de l'entraînement, de la VMA, ce genre de choses, mais aussi de s'intéresser à la vie qu'il y a à côté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère un emploi du temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer ses cycles de sommeil, comment est-ce qu'on va gérer son stress comme on avait pu le faire, comment est-ce qu'on va gérer aussi sa santé mentale, son bien-être, tout ce qui est un peu lié à leur entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de médias et de marques se concentrent trop sur le fait de transpirer, mais quand on est un coureur, c'est vraiment un mode de vie, c'est du matin jusqu'au soir, c'est même quand on en rêve la nuit pour certains, donc c'est vraiment à l'image de la vie qu'il faut le voir. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'imaginer la saison 4. Bon, alors on va vous laisser brainstormer et nous on attend patiemment. Alors malgré tout, allez-vous continuer les plans d'entraînement ? C'est une question d'Astrid SSR. Alors moi je répondais à Astrid, évidemment on va les continuer parce que je dirais quelque part ça constitue un peu le cœur, comme le disait Guillaume, il faut élargir et on n'est pas coureur juste lorsqu'on court, mais concrètement on est coureur parce qu'on court également. Donc évidemment, on va continuer parce qu'on a constaté qu'on répondait à une réelle attente par rapport à ce qu'on propose. Que voilà, on propose pas simplement des plans, parce qu'en fait tous les plans qu'on propose sont inclus dans des packs où il y a des vidéos, des e-books, des podcasts. C'est pas simplement du plan, parce que c'est justement ça qu'on souhaitait éviter. Et c'est ça qu'on a réussi à mettre en place et qui, je pense, fait le succès de ce que nous proposons à l'heure actuelle. Alors il y a encore un certain nombre de marge de progression, évidemment, et heureusement dans un sens, pour aller vers plus d'individualisation, plus de personnalisation, même si ce sont des plans collectifs, et pouvoir emmener un maximum de personnes à atteindre leur rêve, à se dépasser, que ce soit être finisher d'un 10 km, d'un semi, d'un marathon, voire plus. Vraiment, on reste dans cette dynamique de pouvoir accompagner un maximum de personnes qui le souhaitent, on va dire sur le chemin de leur rêve, ou en tout cas de leurs objectifs les plus ambitieux et les plus élevés. Donc oui, ça c'est quelque chose qui va continuer. Et du coup, plus le temps avance, et aussi avec la reprise des compétitions, plus on aura de propositions, de plans divers et variés. Ça fait aucun doute. Alors ensuite, on a une question d'Alex David 33, qui est une question un petit peu plus personnelle. Comment réagissez-vous face aux critiques et commentaires négatifs ?
Déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on en a très très peu. C'est vraiment on a la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement bienveillante, qui sont une communauté de gens passionnés. Donc les critiques, elles étaient quasiment inexistantes pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, comme on a beaucoup grossi, forcément, il y a des gens peut-être qui tombent sur nos contenus, qui tombent sur nos podcasts un peu par hasard et donc qui ne sont pas allés nous sélectionner. Peut-être qu'eux, ils peuvent avoir un regard un peu plus critique. Donc ça peut aussi être intéressant pour nous, pour grandir et s'épanouir. Mais je pense que c'est intéressant et on peut tous être confrontés à la critique. Finalement, c'est pas forcément dans le podcast, aussi dans ma vie personnelle. Toi, moi, on est tous exposés à la critique. Je pense que ce qui est important, la première chose à faire en tout cas, c'est vraiment, si on tient notre santé mentale, surtout si on est sur les réseaux sociaux, c'est de différencier l'attaque de la critique. La critique, déjà, elle peut être constructive, elle peut ne pas l'être, mais c'est une critique et il y a une attaque aussi. L'attaque, c'est quand quelqu'un va vous faire du mal, parce que quelqu'un peut être jaloux, quelqu'un peut avoir une certaine frustration et vous lui rappeler cette frustration-là, et donc il va vous attaquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement dans le podcast, parce que des haters, c'est comme les tiques en forêt, il y en a partout sur Internet. Donc voilà. Mais on les reconnaît facilement. Généralement, c'est des comptes fake, c'est des gens qui nous ont jamais écrit, une personne qui t'a jamais écrit, qui a jamais interagi avec toi, et finalement la première fois où elle rentre en contact avec toi, c'est pour t'agresser. Ça c'est on a fait ce petit travail et aujourd'hui c'est pas quelque chose qui nous impacte. Ensuite, sur la critique, comme j'ai dit, il peut y avoir des critiques qui sont constructive et d'autres pas. Si par exemple on a fait une interview d'une personne et que la personne nous dit je vais pas écouter votre épisode parce que cette personne je l'aime pas, ou vous aurez pas dû faire cette personne là, si tu veux, ça après il y a des gens on aime ou on n'aime pas, les gens choisissent les contenus, c'est ce que nous on répète. Si vous aimez pas cette personne là, en fait vous n'écoutez pas cet épisode et vous passez au prochain, et vous avez tout à fait le droit de pas l'aimer. Ça, après, nous le dire, ça n'a pas forcément changé. Nous, si on a invité cette personne, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose à dire. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, tu as des critiques qui sont constructives. Ça peut être sur, par exemple, des questions qu'on a oublié de poser. Et ça, souvent, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand les gens m'écrivent en disant « T'as pas posé cette question-là à cette personne, t'as pas rebondi sur ça. » Et c'est vrai que ça me permet de m'améliorer. Ça peut être aussi sur la qualité sonore. Tiens, au début, on avait un problème de son. Les gens n'arrivaient pas à nous écouter dans le métro, donc on nous l'a souligné. Tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc, il faut le traiter. Donc, il faut bien différencier l'attaque de la critique, et dans les critiques il y en a des constructives et d'autres qui sont pas traitables, et donc à nous de faire le tri, mais prendre ça avec beaucoup de recul. Donc justement, à propos de ces remarques qui peuvent être constructives, auriez-vous des conseils pour faire un bon podcast ? C'est une question de Lou Ristel qui a enregistré son premier épisode mais qui n'est pas suffisamment satisfaite du résultat pour le diffuser. Des conseils pour faire un bon podcast, c'est une bonne question. Le premier conseil comme ça qui me vient en tête, ce serait qu'elle ne cherche pas forcément à rendre quelque chose de parfait. C'est normal de vouloir diffuser quelque chose où on donne le meilleur de soi-même, mais il ne faut pas rentrer dans une espèce de perfectionnisme, parce que de toute façon, ton premier épisode ne sera jamais parfait, parce que c'est le cas pour tout le monde. C'est très très rare qu'on sort quelque chose du premier jet et que c'est parfait. Et généralement, les gens qui font ça, on se souvient, prenez par exemple tous les musiciens qui ont sorti le premier album qui était extrêmement génial, la plupart, ils sortent plus rien après, parce qu'ils ont un peu tout donné. Donc l'idée aussi, si on veut durer, c'est de pouvoir progressivement s'améliorer de pouvoir avoir à chaque fois une meilleure qualité qu'avant. Donc le premier conseil que je lui donne, c'est de ne surtout pas rechercher la perfection. Il faut s'accorder le droit de se tromper, il faut s'accorder le droit de ne pas être parfait. Nous par exemple, quand on a lancé nos plans d'entraînement, nous on crée des contenus. Fred c'est un entraîneur évidemment, mais les outils digitaux, de pouvoir coacher plusieurs centaines de personnes à distance, c'est des compétences propres, donc on a dû s'allier, créer des partenariats, et forcément au début, il y avait des petites anomalies qu'on a dû corriger. Mais les gens sont, la plupart du temps, bienveillants. Si vous avez un concept, si vous avez une idée qui est qualitative, qui apporte vraiment un plus, les gens acceptent que cette idée ne soit pas parfaite dès le départ. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai croisé ce qu'il m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'était un chauffeur de taxi, mais il m'a dit que c'était le premier Français à avoir immatriculé une Tesla. C'était, je crois, en 2012-2013. Il m'avait dit, mais moi, quand j'ai acheté il avait payé 100 000 € la voiture à l'époque. Il me disait, les plastiques étaient pourris, la finition, c'était même pas une finition de Dacia, il y avait des problèmes, il y avait des bugs, et on est très loin de ce qu'est Tesla aujourd'hui. Mais l'idée, le concept de Tesla, la promesse de Elon Musk, l'avait séduite, et il s'est dit, ok, moi je crois à cette vision-là, je soutiens, j'ai envie d'avoir ce projet-là, je veux être précurseur dans cette aventure-là, et donc il y allait, et aujourd'hui il est toujours client de Tesla. Donc les gens sont bienveillants la plupart du temps. Oui, vous allez avoir des mécontents, vous allez avoir des gens machin, mais ça c'est pas grave. Accordez-vous du temps et surtout
ayez toujours cette idée de vous améliorer systématiquement à chaque fois, à chaque épisode. Il faut que vous soyez toujours meilleur que la veille. Lou, j'espère que ces conseils te seront précieux. Prochaine question de Pablo Ahumada. Dans les premiers épisodes, vous disiez ne pas vouloir dépendre des marques. Pourquoi ce changement ? Ça n'a pas changé. Je crois comprendre ce que Pablo veut dire. Quand on dit qu'on ne veut pas être dépendant des marques, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'on nous impose des choix qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie d'être bridé dans notre créativité. On veut pouvoir s'offrir entre guillemets le luxe de choisir ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie de faire. Ne pas dépendre des marques, ça ne veut pas dire ne pas travailler avec les marques. Ça, il faut vraiment comprendre cette nuance-là. Et quand on dit ça, finalement, c'est assez égoïste. Ce qu'on veut, c'est continuer à produire, à faire les contenus qu'on aime et de pas qu'on nous impose des choix. Donc, c'est simplement ça. On n'a pas la prétention de dire qu'on veut être le plus éthique possible, le plus moral possible. Et d'ailleurs, moi, généralement, les gens qui me disent « je fais ça pour les autres, moi, c'est que l'altruisme », c'est les premières personnes avec qui je m'en méfie. Donc non, l'idée, c'est qu'on continue à faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Et si demain, par exemple, on part du principe que c'est aux auditeurs de financer la croissance de ce podcast, donc ça peut peut-être dire qu'il faudrait rendre les contenus payants, ça voudrait peut-être dire qu'on développe encore plus les plans d'entraînement et nous, on n'a pas envie de rentrer dans une industrie, on veut que ça reste artisanal parce que quand les gens prennent des programmes chez nous, ce qu'ils veulent aussi, c'est une proximité et donc on ne veut pas que ce soit l'usine. Donc ça nous permet aussi de pouvoir proposer les programmes qu'on a envie de proposer avec un certain niveau d'exigence qu'on va avoir et pas prendre tout le monde parce qu'il faut prendre tout le monde. Donc tout ça, c'est un bon dosage, c'est beaucoup de bon sens aussi et je pense que 90% des auditeurs ont compris ces choix-là. Enfin, j'espère en tout cas. C'est votre liberté éditoriale. Exactement. Alors, je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de cette FAQ et de nous pencher sur des questions relatives aux entraînements. Ce vaste sujet, n'est-ce pas, Fred ? Totalement. Alors, première question d'Anthony Saliou qui demande sur fractionner, quand favoriser la récupération passive à la récupération active ? Alors très concrètement, déjà, je vais faire un petit rappel pour celles et ceux qui sauraient pas exactement de quoi on parle. Lorsqu'on fait du fractionné, on a deux manières globalement de récupérer, de passer le temps, si je puis dire, entre les deux fractionnés rapides. Soit on fait rien ou on marche, soit on trottine, voire on s'impose une certaine allure de récupération. Donc lorsqu'on trottine, qu'on court, on appelle ça de la récupération active, évidemment. Et lorsque on ne fait rien, on marche ou on est totalement à l'arrêt, c'est la récupération dite passive. Ça, c'est logique, tout le monde l'aura compris. Très concrètement, les études, parce que des études ont été menées pour voir s'il y avait un élément qui était plus intéressant que l'autre. Et en fait, les études ne tranchent pas. Très concrètement, très fréquemment, on va mettre en place de la récupération active lorsqu'on aura un nombre réduit de fractionnés et la récup passive lorsqu'on aura plus de répétitions. Je vais prendre un exemple. Vous avez des 400 mètres à faire à 100% de votre vitesse maximale aérobie. Si vous faites 10 fois 400, vous aurez intérêt à mettre en place une récupération active parce que du coup, vous maintiendrez, on va dire, une intensité moyenne sur l'ensemble de la séance qui sera assez haute. Par contre, si vous faites par exemple 20, 30 fois 400, vous aurez tout intérêt à faire une récupération passive parce que l'accent sera mis sur la fraction rapide et finalement on sera plus sur un raisonnement d'intensité moyenne de la séance parce que il faut bien comprendre que si on met récupération passive ou active, logiquement, l'intensité de votre 400 par rapport à l'exemple que je prenais ne sera pas tout à fait la même. Très clairement, quand vous allez aux États-Unis ou que vous allez au Kenya, en Éthiopie, vous voyez que les athlètes, globalement, ils font pas de récupération active et on peut pas dire qu'ils sont pas bons. Voilà, c'est les deux schémas sont valables. Il n'y a pas de un qui fonctionnerait et l'autre qui ne fonctionnerait pas. C'est juste savoir où vous placez le curseur et le but de la séance que vous allez mettre en place. C'est ça qui va déterminer le type de récupération que vous faites ou pas. Moi, à titre personnel, je suis très récupération longue et passive, mais il m'arrive de mettre de la récupération active, la récupération dite pincée, vous savez, c'est court temps, genre les 10 fois 400 à 45 secondes de récup, sur certaines séances pour un peu travailler la rythmique et la dynamique et un peu jauger la capacité de résistance des athlètes. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut savoir jongler, jouer et savoir l'adapter en fonction
finalement de l'objectif absolu de votre séance. Faire de la récup active, ça permet aussi de faire plus de volume. Souvent, c'est ça. C'est que tu as des séances de 8 x 1000, tu fais des 400 mètres récup active, tu fais plus de volume. C'est intéressant. Exactement. Alors, on va parler un petit peu psychologie du coureur maintenant avec Matt Maron. Comment définiriez-vous un bon mental en course à pied ? Ça, c'est une bonne question parce que souvent, c'est un peu un mot fourre-tout. Tu vois, je te donne un exemple. Là, j'ai regardé une émission de télé suite à l'Euro, un débat, et il disait si l'équipe de France a perdu, c'est parce qu'ils ont un mauvais mental, et si l'équipe d'Italie a gagné à l'Euro, c'est parce qu'ils ont un bon mental. Bon, est-ce que vraiment, c'est un peu, tu vois, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est pas aussi une manière de pas forcément pousser la réflexion assez loin ? Je pense que c'est un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers. Je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais C'est exactement ça, c'est un peu le mot fourre-tout. À la fois le mental, ça définit un peu tout, c'est votre capacité de résistance face aux événements, est-ce que c'est votre résilience, est-ce que c'est votre abnégation, est-ce que c'est votre capacité d'autodiscipline, et à un moment, dès qu'il y a un fail, dès qu'il y a un échec, c'est obligatoirement le mental, parce que si le physique n'a pas suivi, c'est peut-être parce que le mental n'était pas assez fort. Enfin, voilà, comme tu dis, c'est un mot qui est fourre-tout, et on sait généralement pas vraiment de quoi on parle. En tout cas, moi dans le mental, je mettrais plusieurs choses. Je mettrais la capacité de l'athlète à se remettre en question, sa capacité à jamais abandonner. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on est tout le temps confronté à la difficulté quand on pratique du sport, peu importe son niveau. Il y a un moment donné, c'est le principe, si on veut progresser, il faut savoir se mettre en difficulté. On va échouer, on va retenter et on va y arriver au fur et à mesure. C'est la même chose quand vous faites des jeux vidéo ou si par exemple vous apprenez une langue étrangère, c'est exactement le même principe. Il faut échouer, retenter, après vous y arrivez. Donc pour moi, si je devais noter vraiment des éléments clés, je pense que c'est l'autodiscipline, c'est la capacité d'accepter la notion de sacrifice et c'est notre capacité à ne jamais abandonner. On a le droit d'échouer, il faut faire la différence entre l'échec et l'abandon. L'abandon est définitif, l'échec c'est juste une occasion de mieux faire la prochaine fois. Alors, prochaine question d'Eri Langlois, qui rêve de participer à l'UTMB, mais avec 2 enfants en bas âge et une profession libérale, pas simple de s'y préparer. Quels seraient vos conseils pour l'accompagner ? Eh bien, Eric, abandonne tes enfants et mets-toi au chômage. Ça peut être une solution, je sais pas. Je pense que on peut pas tout faire. Clairement, on peut pas tout faire. Moi, j'adorerais aller dans l'espace et être Thomas Pesquet. Malheureusement, j'ai pas les conditions physiques et les capacités intellectuelles pour. Je le vis très bien. C'est une frustration, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors voilà. Donc, je pense que la vie est longue. Peut-être que c'est pas le bon moment aussi pour le faire, mais que voilà, on peut pas tout faire, quoi. Et là, le risque qu'il a, c'est qu'il va pas forcément prendre de plaisir s'il se lance dans une prépa où il n'a pas le temps. Il va certainement se blesser, il va se mettre à dos sa femme, ses enfants. Voilà, je pense qu'il y a des fois aussi, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Ouais, je pense que vraiment la réponse c'est la priorisation actuelle de ce qu'ils souhaitent faire. Quand moi je suis aussi parent, donc je comprends totalement la question. Il y a un moment, on a peut-être moins de possibilités de faire certaines choses, et à d'autres moments, on aura plus l'occasion. Donc c'est vraiment mettre ça carte sur table. Après, est-ce que sa compagne, sa femme est en capacité, le temps de sa prépa, de tout prendre en charge? Si oui, et que c'est d'un commun accord, mais un réel commun accord, why not? Parce que ce sont des choses qui arrivent, mais bien poser les choses et de se dire finalement, si là c'est pas possible, un moment arrivera où il pourra le faire, et donc peut-être se le planifier. Ça peut paraître peut-être un peu compliqué, mais pas tant que ça. Il faut juste savoir où vous voyez dans 2, 3, 4 ans, et peut-être se dire là la fenêtre de tir elle est pas totalement ouverte, ou elle est peut-être carrément fermée, mais elle s'ouvrira à tel moment parce que les enfants seront plus autonomes, ils seront plus grands, peut-être que ma charge de travail aura ici diminué. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent intervenir, et du coup se le planifier et savoir faire évoluer cette planification, parce que il faut que même quand on est père et sportif, on est aussi un sportif, donc il ne faut pas non plus être dans la frustration, et peut-être trouver entre guillemets des compensations, pas dire je peux pas faire l'UTMB donc je cours pas du tout, mais peut-être trouver en attendant de pouvoir se lancer sur l'ultra trail du Mont Blanc, pouvoir faire des courses intermédiaires que la situation, que sa situation lui permet de faire, tout simplement. Effectivement, d'autant plus qu'à l'UTMB, il y a plusieurs formats de courses. Il n'y a pas que l'ultra trail, il y a aussi d'autres formats. Donc ça peut être ça aussi, c'est adapter son objectif sur du plus long terme. Je pense que Fred a donné la bonne solution. Alors, prochaine question de Lorraine LNI. Comment savoir si l'allure visée pour une compétition est bien la bonne ?
Alors ça, c'est vraiment la grande question qu'on se pose tout le temps, et c'est pas toujours facile. Alors soit on fait un vrai test d'effort, au-delà du test, EVMA, genre VAM-EVAL qui donne déjà des bonnes indications, mais un test d'effort, en clinique, qui va nous donner un certain nombre d'éléments, notre VO2 max, notre vitesse maximale, aérobie, nos différents seuils, les seuils 1 et les seuils 2, seuil aérobie, seuil anaérobie, qui nous permettent, selon des modèles statistiques, d'avoir une première approche assez fiable des temps qu'on peut tenir sur différentes distances. Alors là, après, je parle des distances sur route ou sur piste, en tout cas sur du plat. Un test VMA ou un test d'effort le plus abouti possible vous donnera jamais une allure sur un UTMB par exemple, parce que il y a la composante dénivelé qui intervient et qui fera mentir le test de terrain ou de labo. Mais on n'a pas forcément tous et toutes la possibilité de faire ce type de test, même si ça c'est ouvert à tout le monde. Le meilleur indicateur pour moi reste les différentes compétitions auxquelles vous participez. Après, il y a des échelles de correspondance. Si par exemple vous valez 45 minutes aux 10 km, ne vous dites pas qu'une 20 sur SMI c'est un objectif raisonnable. Je caricature exprès pour vous expliquer. Et du coup, voilà, si vous êtes sur 45 minutes au 10, dites-vous simplement, et bien que le SMI peut être abordable à une 45, une 50 à peu près. Après, il y a des séances tests. Moi, ce que j'appelle des séances tests, des séances très concrètes. Pour le 10 km, je vais prendre les 3 distances un peu classiques. Pour le 10 km, un 6 x 1000 avec 1 minute de récup à l'allure cible. Si vous la tenez avec une aisance, pas totalement en pleine aisance, faut que ça reste un peu difficile, cette séance-là, mais si vous la tenez, ou un 3 x 2000 à l'allure cible avec 2 minutes de récup, ça veut dire que globalement, l'allure que vous visez est bonne. Pour un SMI, un 3 x 5000, 5 minutes de récup est aussi une bonne indication de la vitesse que vous pouvez tenir. Si, par exemple, vous faites cette séance-là avec la vitesse que vous visez sur votre semi et que la séance passe, alors il ne s'agit pas qu'elle passe crème, c'est pareil que pour le 10, à la fin, vous serez quand même un peu rincé, mais si elle passe et que vous arrivez à maintenir l'allure, à 2-3 secondes près au kilomètre, c'est que vous êtes sur la bonne allure. Mais ça, c'est Mais, Vas-y, dis-moi. Mais ça, c'est des bonnes techniques pour savoir si on est prêt pour le jour J. Mais finalement, en début de préparation, ton 3 x 5000 allure semi, tu ne l'as pas encore dans les pattes, tu vois, parce que si tu l'avais déjà dans les pattes, tu n'aurais pas besoin de ta prépa. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Est-ce que là, c'est comment savoir en début de prépa ou en fin de prépa ? Alors tu vois ce que je veux dire, Fred ? Effectivement. Alors du coup, si c'est en début de prépa, alors si vous n'avez aucune référence en compétition, le moyen le plus sûr, entre guillemets, de pas partir sur un haut régime, c'est de fonctionner par rapport à votre fréquence cardiaque maximale. Mais encore, il faut la mesurer de manière concrète parce que le 220 moins l'âge fonctionne en moyenne, mais peut s'avérer faux pour vous, par exemple. Mais à partir de là, globalement, un 10 km, vous allez le faire en moyenne à 90% de votre fréquence cardiaque maximale, un semi à 85% et un marathon à 78-80% suivant les profils et la durée de l'effort que vous visez sur l'épreuve. Ça, et du coup, vous mettez en relation avec les allures que vous tenez sur ces fréquences cardiaques moyennes et vous aurez une indication de l'allure que vous pouvez tenir. Mais ça reste une approche, on va dire plutôt grossière et un test terrain à un moment, selon moi, est obligatoire pour vraiment valider ou au moins savoir sur quelle allure on part. Or que ça soit un test VMA, moi, ce qui me semble plus approprié que le test fréquence cardiaque maximale. Mais c'est des questions qui sont hyper intéressantes et qu'on se pose tous parce que le choix, la détermination de son objectif, il faut être suffisamment ambitieux, mais pas trop. Il faut pouvoir que ce soit assez important pour nous donner envie de nous entraîner, mais pas pour nous dégoûter non plus. Donc c'est hyper stratégique. Et même quand on a beaucoup d'ancienneté, on se pose des questions. Moi, je me suis lancé sur marathon, j'ai eu cette réflexion-là. Et même le test que dit Fred, qui est un excellent test, fait 6 x 1000 à l'allure visée sur un 10 km. Le problème, et moi c'est mon cas par exemple Fred, un 6 x 1000 avec une minute de récup quand j'étais
en forme en 3,15, je le tiens sans problème. Mais comme j'ai une économie de course qui est pas terrible parce que ma foulée elle est pas optimisée et que voilà, niveau muscu je suis pas le meilleur, et sur 10 km j'arriverai jamais à tenir ça. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est quelque chose de théorique. Et après c'est en fonction des spécificités, capacités, qualités de chacun que ça s'ajuste en fait. Alors la prochaine question, qui est du coup très d'actualité, est la suivante. Je prépare le marathon de Paris en octobre, mais difficile de se motiver avec les risques d'annulation liés au Covid. Auriez-vous des astuces à partager à Marco Lavset? Alors déjà, Marco, j'espère que tu le prépares avec nous, le marathon de Paris, parce que une des astuces, c'est que nous, on va être là pour te, excuse-moi le terme, pour te botter les fesses, non, et plus sérieusement pour te motiver, t'accompagner dans la prépa. Donc ça, c'est déjà une astuce qu'on pourrait résumer à ne préparez pas seul, que ça soit avec un groupe d'entraînement ou des collègues, des camarades d'entraînement ou un entraîneur, un coach qui vous suit. Ça me semble une des astuces principales. La deuxième astuce, c'est à un moment, je trouve, mais voilà, j'ai pas une boule de cristal non plus, on sent que le vent tourne et que très sincèrement, les signaux sont plutôt ouverts. Certainement, il y aura des restrictions ou des demandes particulières pour pouvoir participer au marathon de Paris. Je suis pas dans le secret des dieux, mais quand on voit ce qui se passe dans le reste de la société, je ne serais pas surpris qu'on demande notamment la présentation du pass sanitaire. Donc du coup, je pense que globalement, il faut pas nourrir en interne, dans son dialogue interne, ce risque d'annulation. Ça peut arriver pour tout un type de raisons. Ça peut arriver parce qu'effectivement, on a eu la pandémie liée à la Covid-19, mais c'est arrivé sur d'autres courses lorsqu'il y a eu des vagues d'attentats, sur d'autres courses dans certains endroits lorsqu'il y a des intempéries. Au final, on n'est jamais sûr à 100% que la course qu'on prépare va avoir lieu. Alors le risque a été accru depuis 1 an et demi du fait de la situation exceptionnelle qu'on traverse, mais globalement, c'est un risque qui est inhérent à l'organisation d'événements et encore plus d'événements en plein air. Et on ne peut pas constamment vivre avec cette inquiétude de finalement ce qu'on prépare va pas avoir lieu. Là, dites-vous, il me semble que les signaux sont quand même de plus en plus positifs. Ça va avoir lieu et si vraiment au dernier moment on nous dit que ça n'a pas lieu, là il faudra faire appel à nos ressources pour s'adapter, faire évoluer, peut-être s'organiser un test. Mais du coup, voilà, ne pas passer une préparation à se dire peut-être pas parce que c'est le meilleur moyen de pas aller au bout et de se démotiver très rapidement, parce qu'à un moment, notamment une préparation marathon, c'est assez exigeant. Si on commence à se mettre dans la tête que peut-être tout ce qu'on fait, tous les efforts qu'on donne ne servent à rien, on arrête assez rapidement. Donc, moi, je te félicite, Marco, parce que tu as décidé d'y aller. Donc maintenant, te pose plus la question. Donc voilà, c'est vis avec, tu t'es engagé, profite de ce moment-là et vis ta préparation en faux en te faisant accompagner, c'est tout. J'ai même rajouté quelque chose, Marco, c'est que les questions, il faut se les poser avant la prépa marathon, quoi. C'est-à-dire que le contexte sanitaire, on le connaît depuis 1 an. Je pense quand on décide de se lancer dans une prépa marathon, on accepte aussi ces risques-là. Et voilà, et on les prend en compte. On parlait de mental tout à l'heure, je pense que c'est aussi ça le mental. C'est aussi pas tout le temps remettre en question parce que est-ce que vraiment c'est parce qu'il a peur que ce soit annulé ou c'est peut-être juste un prétexte, une excuse. En tout cas, psychologiquement, même si on n'a pas conscience, le cerveau peut aussi, des fois, c'est un peu bandeau le Covid, quoi. Donc non, tu as décidé d'aller sur ta prépa marathon, tu as pris ces décisions en amont, maintenant tu t'y tiens et tu te poses plus de questions, quoi. Et si éventuellement c'est annulé, dans ces cas-là, une préparation n'est jamais perdue quoi qu'il arrive. Moi, ça a été mon cas. Tu t'organises un test sur 30 km, tu fais un programme intermédiaire et tu seras hyper déterminé et prêt à en découdre quand ça va repartir. Et c'est ça le mental du marathonien. Alors, il y a ceux qui se lancent en pleine prépa et puis il y a aussi ceux qui s'apprêtent à attaquer leur coupure estivale. Du coup, j'ai une question d'Alexis DVL97. Peut-on se passer d'une coupure annuelle ? Alors, je dirais de manière un peu provocante, quand on veut, on peut. Après, est-ce que c'est intéressant et intelligent ? Ça, c'est une autre question et je pense que c'est le sens de la question d'Alexis, évidemment. Je pense qu'à se priver de coupure annuelle, on prend un risque sur le moyen et le long terme. En fait, vous pourrez enchaîner d'une saison sur l'autre sans coupure, mais à un moment, la réalité va vous rattraper et entre guillemets, vous le fera payer. D'autant que, je pense que c'est le cas d'Alexis, nous ne sommes pas, en tout cas, il y a très peu
il y a très peu d'athlètes professionnels qui peuvent mettre en place tous les protocoles de récupération, qui ont tout ce qu'il faut vraiment pour se régénérer, même s'ils font pas de coupure à proprement parler. Lorsqu'on a une vie professionnelle, une vie familiale, qu'à côté on s'entraîne, il faut aussi penser un peu à couper, à la fois pour la régénération physique, la régénération psychologique, mais aussi, je dirais, sociale, familiale, parce que ça peut faire du bien à votre entourage et à vous aussi, d'un peu couper la course à pied, ce qui veut pas dire rester assis et rien faire pendant les 2-3 semaines de coupure, mais c'est une étape qui, moi, me semble inévitable, et je parlais des athlètes pros, et même les athlètes pros en font, et si eux qui ont tout le loisir, toutes les assistances pour mieux récupérer, les kinés, les ostéos, les chiros, la cryo, la pressothérapie, ressentent le besoin de le faire, c'est qu'à un moment, il y a aussi un réel intérêt. On a échangé au cours de cette saison 3 du podcast avec Guillaume, avec Christelle Donnet, qui nous disait qu'elle, en fait, elle récupérait très peu. Et elle nous indiquait à un moment que finalement, ça avait été certainement une erreur dans la gestion de sa carrière, parce que finalement, elle a accumulé de la fatigue. Et peut-être que si elle avait fait, alors c'est son constat hein, et son analyse, si elle avait fait une coupure annuelle de manière plus régulière et réelle et conséquente, elle aurait peut-être pu durer un peu plus et s'épargner un certain nombre de blessures. Parce que c'est là le gros risque de ne pas faire de coupure, c'est de pousser votre corps jusqu'au bout. Et si vous tirez trop sur la corde, à un moment, elle va lâcher. Donc, autant s'éviter. Et voilà, en plus, une coupure annuelle, c'est un moment où on profite pleinement. Vous tournez logiquement pas en rond chez vous. Donc, vraiment, moi, je dirais, non, on peut pas s'en passer et ça serait même une erreur de le faire. Et puis, il y a aussi ceux qui ont été contraints d'arrêter. Et c'est notamment le cas de Ellie03 qui nous demande du coup comment reprendre le sport après 2 mois d'arrêt suite à une déchirure au mollet. Alors déjà, je dirais à Ellie, déjà se poser la question, mais je pense que ça a été fait, en tout cas lorsque le diagnostic de la blessure a été posé, se demander pourquoi cette blessure est arrivée. Souvent, notamment en ce qui concerne les déchirures, c'est qu'on s'est un peu trop entraîné, un peu trop dur, un peu trop fort, un peu trop longtemps, justement peut-être en ne récupérant pas assez. Parce qu'il faut bien rappeler que récupérer, c'est s'entraîner. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une vérité. Donc déjà, faire un constat sur pourquoi cette blessure est arrivée, afin de ne pas reproduire l'erreur, tout simplement. Deuxièmement, s'assurer normalement, lorsqu'on a eu une telle déchirure, on vous a prescrit un accompagnement thérapeutique, alors soit de la kiné ou autre, et c'est bien suivre le protocole qui vous est conseillé par le professionnel de santé pour bien, on va dire, reconditionner, remuscler la partie qui a été lésée. Là, en l'occurrence, c'est le mollet, et ensuite reprendre très progressivement, parce que il faut bien comprendre qu'après 2 mois d'arrêt, il n'y a pas que, là, pour le cas, le mollet qui a été déchiré, parce qu'une déchirure musculaire, c'est au sens propre, hein, c'est le muscle qui se déchire. Il n'y a pas que le mollet qui est lésé. Vous avez globalement une fonte musculaire et vous perdez vos capacités cardiovasculaires. Savoir que déjà au bout de 3 semaines, on perd 50%, donc 2 mois. Tout dépend ce que déjà tu as fait pendant ces 2 mois d'arrêt. Est-ce que tu as quand même fait du vélo ou du vélo elliptique ou juste avec les bras que tu as maintenu tes capacités cardiovasculaires? Ça, c'est déjà une première question pour savoir comment tu peux reprendre. Et si tu as vraiment passé 2 mois à ne rien faire, se poser la question quelle a été cette hygiène de vie, c'est-à-dire notamment alimentaire durant cette période-là, savoir si déjà tu dois un peu rétablir ça, parce que c'est un peu un préalable, hein. Reprendre le sport c'est bien, mais il faut aussi le reprendre en ayant mis votre organisme dans les bonnes conditions pour qu'il puisse reprendre l'effort tel que vous lui proposez et reprendre de manière très progressive. Moi, je vais prendre un exemple. Les athlètes que j'entraîne, je prends souvent cet exemple pour donner une idée, s'entraînent 10 à 12 fois par semaine. Quand ils font un footing classique, ils sont vraiment à l'aise, hein, easy, à 75% de leur VMA, ils sont à 15 à l'heure, certains à 16 à l'heure. Donc ils font 10-12 entraînements par semaine. Lorsqu'ils reprennent après 3 semaines de coupure, où ils ont quand même maintenu une activité physique, hein, ils n'ont pas été blessés, ils reprennent par la première semaine 2 footings à 11 à l'heure, la deuxième semaine 3 footings à 11 à l'heure, et ces footings ne dépassent jamais les 45 minutes, et à partir de la troisième semaine, on passe à 4 séances, avec des footings qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, et des petites lignes droites en fin de footing. Donc
Voyez bien, là je parle d'athlètes de haut niveau, voyez les allures qu'ils adoptent à la reprise, qui sont vraiment très faibles. Ils reprennent avec un volume vraiment, je veux dire presque négligeable et de manière très progressive. Et chaque semaine, ils vont rajouter un peu sans excéder plus de 10% de charge de travail d'une semaine sur l'autre, tout simplement. Et globalement, je te dirais qu'après 2 mois, souvent, il y a une forme de règle comme ça. Après, elle est à individualiser en fonction de la personne et de ses capacités. Mais souvent, on multiplie par 2 le temps qui est nécessaire pour reprendre. Donc, pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Donc, je dirais 2 mois d'arrêt. Si vraiment tu veux te retrouver avant niveau arrêt, compte 6 mois et organise bien ces 6 mois de manière très progressive. Et je te donnerai un conseil, fais-toi accompagner par une personne qui est compétente en la matière. C'est extrêmement important. La progressivité, c'est vraiment la clé. Et moins en faire nous permet de revenir plus vite. Parce que si vous en faites ne serait-ce qu'un petit peu trop, le corps se braque et vous ne progressez plus. Moi, j'ai vraiment fait plusieurs programmes de reprise et c'est ceux qui sont les plus progressifs et qui commencent vraiment très bas, comme le disait Fred, avec 2 footings, moins de 30 minutes, qui m'ont permis de revenir le plus vite. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est important. Et d'ailleurs, il y a un excellent programme qui s'appelle « Je reprends la course à pied » qui est disponible sur training.dltdc.fr, concocté par Fred, qui est vraiment excellent. C'est pas pour faire de la pub, mais franchement, moi, voilà, c'est celui que j'utilise à chaque fois et c'est celui-là d'ailleurs que je suis fait en ce moment. Et moi, c'est un de mes programmes préférés. Donc voilà, je vous recommande après vos coupures estivales, les vacances, après une blessure, allez foncer sur ce programme-là si vous n'avez pas la chance d'avoir un coach personnel ou être en club, évidemment. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, et aussi sur ce que tu disais, Fred. Tu parlais de reconstruction du muscle et de réathlétisation. Et justement, ça rejoint la prochaine question qui est posée par Aurélie Le Baron, qui nous demande où trouver vos exercices de renforcement musculaire pour la course à pied. Alors très concrètement, l'ensemble des exercices qu'on propose sont intégrés au programme d'entraînement qu'on met à disposition de nos éditeurs, nos auditrices et les personnes qui veulent nous suivre et qui nous font confiance. Alors pour l'instant, ils sont intégrés au programme d'entraînement. Pour l'instant, le seul moyen, c'est d'avoir recours à nos programmes d'entraînement, que ce soit reprise de la course à pied, VMA Boost Challenge, objectif seuil ou prépa semi ou prépa marathon suivant votre objectif. Dans chaque programme d'entraînement qu'on propose, il y a des vidéos musculation avec les exercices spécifiques, le travail aussi de transfert, parce que c'est pas le tout de se muscler, il faut aussi organiser le transfert pour que les muscles nous servent aussi dans le sport avec les gestuels, la biomécanique de course. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intégrées à nos programmes. Évidemment, c'est de la vidéo et on fait des podcasts, donc c'est quand même compliqué. Et ça, tout est concentré dans les programmes, donc allez faire un tour training.dltdc.fr. Alors, on arrive déjà à la 3e et dernière partie de cette FAQ. Guillaume, Fred, Elodie Diou vous pose la question suivante. Le culte du sport ne vient-il pas en opposition avec le mouvement body positive ? Ils sont de plus en plus philosophes, nos auditeurs. Le mouvement... Alors, moi, de ce que je connais du mouvement body positive... ou body positive, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est l'acceptation de soi. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai un petit complexe par rapport à mon nez, c'est un mouvement qui peut me permettre de mieux m'accepter par rapport à ça. J'ai des petites poignées d'amour parce que comme beaucoup d'hommes, on a ce problème-là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup complexé. J'essaie de faire un travail sur moi-même pour m'accepter comme je suis parce que je sais que de toute façon, à moins de subir la chirurgie esthétique, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Donc c'est s'accepter. Après, ce que je trouve dangereux, c'est de mettre en opposition les deux. C'est-à-dire le culte du sport. Je ne pense pas qu'on préconise le culte du sport. En revanche, ce qu'on préconise, c'est pouvoir s'améliorer. Et dans le body positive, je pense que c'est un mouvement qui est intéressant, mais il ne faut pas qu'il sombre sur ce côté un peu de reste comme tu es. Tu vois, c'est-à-dire que je pense aussi que notre propre, et ça c'est hyper personnel, mais c'est les valeurs qu'on défend dans le podcast. Enfin, moi je défends, Fred, je pense que tu es d'accord avec moi, mais moi c'est les valeurs que je défends, c'est-à-dire qu'on doit s'améliorer. Mohamed Ali il disait, si vous voyez la vie de la même façon à 20 ans qu'à 50 ans, c'est que vous avez perdu 30 ans de votre vie. Et je pense qu'il avait raison, c'est-à-dire que notre but aussi, c'est de s'améliorer, c'est de devenir la meilleure version de la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est pas du développement personnel à l'eau de rose. Je pense que c'est une réalité. Donc, c'est pas de se dire, si j'ai pris 6 kilos pendant le confinement, c'est pas de me dire, je vais m'accepter avec mes 6 kilos. Non, c'est aussi de se dire, ok, je me suis peut-être un petit peu relâché. Maintenant, pour ma santé, pour mon bien-être, c'est ça. Et je pense que le mouvement body positive doit pas devenir un refuge finalement à ce côté de reste comme tu es, t'es parfait, change pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est pas un conseil que je donnerais aux gens, reste comme tu es. Au contraire, améliore-toi. Accepte-toi, mais améliore-toi, cherche à t'améliorer, c'est important parce que moi en tout cas, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour m'épanouir. Je suis pas d'accord avec moi, Fred, mais moi je rejoins déjà ce que tu dis dans le sens
je pense pas que l'opposition entre les deux soit très intéressante. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Et autant je comprends l'idée du mouvement body positive, hein, effectivement, s'accepter comme on est. Après, il faut pas tomber non plus dans un excès parce que des fois, on est dans certains types de morphologie ou d'apparence qui sont liés à peut-être à des hygiènes de vie qui sont nocifs pour votre corps, qui sont nocifs pour votre santé. Ceux qui me suivent sur les réseaux m'ont déjà vu assez régulièrement intervenir, notamment sur les problèmes de TCA, troubles compulsifs alimentaires, qui sont assez fréquents dans le milieu du demi-fond, encore plus chez les jeunes femmes, et qui peut notamment les conduire à l'anorexie. Et j'ai des fois eu des réactions où je prenais position et on me disait oui, mais Fred, cette personne, elle a une morphologie fine, il faut l'accepter, c'est pas bien de juger. Moi, je ne juge pas, je mets juste au regard de la détresse de la situation, on va dire médicale de la personne, parce que à titre personnel, j'ai entraîné une athlète qui avait souffert de ça, qui a souffert de ça avant qu'elle rejoigne mon groupe d'entraînement, et j'ai vu les conséquences dramatiques que ça pouvait avoir. Donc, il ne faut pas non plus que ce type de mouvement légitime tous les excès, comme une personne qui serait en obésité morbide. L'idée, c'est évidemment pas de faire de grossophobie que je condamne, mais sans détour, et je trouve presque hallucinant de devoir le dire, mais en tout cas, je le dis, que je condamne, mais en même temps, mon rôle, moi je suis éducateur sportif, parmi la charte que j'ai à respecter, c'est de préserver l'intégrité physique et psychologique des gens. Et quand une personne a une conduite au quotidien qui met en danger son intégrité physique, et à un moment ça a des répercussions sur son intégrité psychologique, moi j'estime que c'est aussi de mon rôle, c'est de mon éthique de devoir dire attention, attention, l'idée c'est pas forcément de sculpter le corps et que tu deviennes bodybuilder, mais peut-être la direction que tu prends est pas forcément la bonne, mais en termes de santé, vraiment de santé par rapport à l'individu lui-même. C'est pas un jugement sur son apparence, c'est pas un jugement esthétique, c'est sur les conséquences que ça a sur sa santé physique et psychologique. Donc c'est pour ça que moi, je n'oppose pas les deux. Évidemment, on s'accepte tel qu'on est. Si on est né avec un nez un peu crochu ou qu'on est très rapidement chauve dans sa vie, bah, il s'agit pas, voilà, je veux dire, bah assume-toi, t'es chauve. Comme c'est mon cas, je veux pas forcément porter un postiche. Par contre, si j'ai affaire à des personnes qui sont dans des hygiènes de vie qui peuvent les amener à se mettre en danger, très concrètement, je pense que le sport, alors pas parler du culte du sport, mais est une porte de sortie pour les aider justement à aller beaucoup mieux. Et lors de notre première saison, on avait interviewé quelqu'un, hein, Guillaume, tu t'en rappelles très bien, je le sais, que le sport avait à la fois aidé et précipité dans ce type de comportement. Voilà, et pour moi, c'est une clé vraiment, et les deux ne sont effectivement pas à opposer. Alors on parlait justement de ces mouvements qu'on peut voir émerger. Ça rejoint une question de Yves Trabu qui demande ce que vous pensez des influenceurs running qui sont largement plus suivis sur les réseaux sociaux que les athlètes pros et qui bénéficient de plus de sponsoring de la part des marques. Alors très concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Je vais presque dire j'en pense rien, parce que déjà c'est un peu la même réflexion que je vais faire sur la question précédente. C'est que je ne comprends pas l'opposition qu'on peut mettre entre les deux, par exemple entre influenceurs ou influenceuses running et athlètes de haut niveau. Déjà au niveau suivi, alors je ne suis pas allé vérifier les comptes Insta ou Facebook des uns et des autres. Je pense que les athlètes pros très connus n'ont rien à envier aux plus grands Instagrammeurs, Instagrammeuses du milieu du running, très concrètement. De deux, j'aimerais qu'on m'apporte la preuve que qu'une marque privilégie plus des influenceurs que des athlètes de haut niveau. Dernièrement, on a eu une vague, une marque, je ne veux pas citer les marques, mais une marque qui s'est désengagée de manière assez massive auprès d'athlètes, notamment de l'équipe de France d'athlétisme. J'ai pas vu cette marque forcément renchérir sur des influenceurs et des influenceuses. Paradoxalement, la marque actuellement partenaire de la Fédération française d'athlétisme a intégré un certain nombre de nouveaux athlètes, on va dire, dans sa team, et aussi une marque très active dans les communautés running, en fait, puisqu'elle anime elle-même sa propre communauté. Donc moi, j'ai plutôt tendance, de ma vision, hein, à considérer que les deux se nourrissent, en fait. On est un sport qui a qui est assez universel, qui touche beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'à un moment, les équipementiers
qui sont quand même là pour faire du business, vont aussi vers des personnes publiques, comme on dit, des personnages publics pour valoriser leurs produits et avoir le message de dire finalement, nous, on accompagne des athlètes de haut niveau, mais nos produits sont pour tout le monde. Moi, je pense sincèrement que c'est une économie vertueuse qui se nourrit l'un l'autre. Très, très honnêtement, je le vois comme ça. Alors après, peut-être que je le vois pas du bon œil, mais j'ai plutôt tendance à penser que les deux se nourrissent et c'est plutôt pas mal, voilà. Je pense aussi que c'est un peu le coupable idéal, les influenceurs. Mais en tout cas, cette question, elle est intéressante. La question de pourquoi est-ce qu'il a l'impression que les athlètes influenceurs sont beaucoup plus suivis que les athlètes de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui touche pas seulement le monde de la course à pied. C'est quelque chose qui s'étend finalement sur tous les pans de la société. C'est pour ça que la question est intéressante, mais pas dans le sens où lui la pose, je précise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal dans la société actuelle dans laquelle on vit à être confronté à nos limites, à être confronté à nos faiblesses. On veut s'identifier à des gens qui ne nous dépassent pas. On a besoin de se dire « je suis capable aussi de faire comme lui ». Si vous prenez par exemple la musique ou les arts, je ne sais pas si on remonte 400 ans en arrière, vous prenez Vivaldi, les 4 saisons, quand vous écoutez ça, votre capacité à vous imaginer que vous êtes capable de reproduire une œuvre pareille, elle est quand même assez limitée. Si vous écoutez aujourd'hui la personne qui vend le plus de disques, qui fait le plus de stream, parce qu'on fait du stream maintenant, c'est Jul. Et alors je dis pas que voilà, mais en tout cas je dis pas que c'est Jul, c'est une mauvaise chose, mais votre capacité à réécrire un couplet de Jul, vous pouvez plus facilement vous projeter. C'est la même chose dans l'art. Si vous rentrez à la chapelle Sistine, vous allez voir les fresques, vous allez vous dire mais c'est incroyable, je suis incapable de faire ça. Vous regardez de l'art contemporain, le petit chien en ballon de Jeff Koons, vous pouvez vous projeter. Donc ça c'est quelque chose qui est sociétal, c'est-à-dire on veut plus être confronté à nos limites et même dans la mode, tu vois récemment la une du magazine Elle, c'était Léa Situation. Alors attention, je suis pas en train de juger de critères de beauté, ça c'est extrêmement personnel, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Elle, pendant très longtemps, pendant des années, ils nous ont habitués à des standards qui sont très différents de ceux-là. C'était plutôt des mannequins avec des tailles, des morphologies qui correspondaient pas à la réalité statistique des femmes et des hommes qu'on peut croiser dans la rue. Donc voilà, aujourd'hui, on a besoin de s'identifier, on veut plus être confronté à des modèles, à des standards qui presque nous dépassent, qui sont presque inaccessibles, qui sont du niveau peut-être de l'excellence, et on veut quelque chose qui soit à notre hauteur. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je n'en sais rien. Ça, c'est un débat philosophique et je laisse les philosophes répondre à cette question. Alors, je vous propose qu'on passe sur un sujet tout autre qui vous concerne cette fois-ci directement. C'est une question de Lucie BLX. Comment vous entraînez-vous au quotidien? Comment je m'entraîne? J'allais dire comme je peux. Non, blague à part. Je suis, moi, à titre personnel, plus du tout sur ce qu'on pourrait qualifier d'entraînement au quotidien, c'est-à-dire avec un suivi, un objectif concret. Très, très sérieusement et très honnêtement, je suis sur, voilà, j'essaye d'aller courir 4-5 fois par semaine, en variant les allures, toujours en faisant un peu de fractionné, mais un peu au feeling, type fartlek, mais dans un but de m'entretenir. Je fais de plus en plus de crossfit, pas pour forcément prendre en masse évidemment et devenir un crossfitter, mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'amuse, qui me plaît et qui me permet de rester en bonne condition physique. À l'heure actuelle, je pourrais dire comme ça, mon activité physique est vraiment orientée autour de l'entretien et du maintien d'une bonne condition physique, mais pas du tout dans un objectif de participer à une course, à une compétition. Donc du coup, je pourrais très honnêtement pas donner une structure bien arrêtée, à part 3-4 footings par semaine et puis deux séances renfo, crossfit, voilà, histoire de rester en bonne forme parce que voilà, le sport reste la santé quand même. Je confirme que Fred est toujours extrêmement affûté, attention, même s'il ne court pas, je peux vous dire, je le vois à chaque fois, il est très très bien conservé encore. Mais c'est parce que j'ai une bonne hygiène de vie. Ça doit sûrement être ça, Fred. Et moi, en fait, c'est très simple. Je suis le programme. Je reprends la course à pied parce que j'ai déménagé. J'ai expliqué tout à l'heure, mais voilà, je courais un peu au gré du vent et de mes envies. Et puis finalement, ça a pas du tout été productif. Donc là, j'ai décidé de rapporter un peu de sérieux et de suivi, et puis de déléguer aussi parce que j'avais plus envie de me poser la question qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ou toujours faire la même chose. Donc maintenant, je suis le programme. Je reprends la course à pied et certainement, je prendrai après le programme semi
semi ou marathon, je pense que je vais reprendre par semi de DTC Training, comme ça me permet aussi de vivre l'expérience que vivent nos auditeurs. Et les programmes, c'est un certain Fred qui les fait. Apparemment, il est plutôt pas trop mauvais, donc je devrais performer grâce à lui. Alors Fred, on parlait tout à l'heure de la relation que tu pouvais entretenir avec tes athlètes, ce qui m'amène à la question de Dany Leduc. As-tu déjà stoppé une collaboration avec un athlète et si oui, pourquoi ? Ah oui, plus qu'une fois. Très, très honnêtement. Et des fois, c'est des athlètes qui ont stoppé aussi, hein. C'est pas forcément moi qui ai la main sur tout. Toujours dans un bon esprit. L'idée, c'est des fois, moi, ça m'est arrivé de me rendre compte que finalement, ce que je pouvais proposer à l'athlète ne lui correspondait pas et ne le permettait pas finalement d'atteindre ses objectifs, de s'épanouir. Donc, à un moment, c'est de la responsabilité des uns et des autres, parce qu'en fait, je dis souvent, c'est un binôme. Athlète-entraîneur, c'est un binôme. Il n'y en a pas un qui décide tout, qui serait l'entraîneur, et l'autre qui fait tout ce que lui demande l'entraîneur, l'athlète. Vous voyez, c'est vraiment les deux interagissent. Et des fois, c'est une aventure humaine. Donc des fois, tout simplement, le courant ne passe pas pour plein de raisons. C'est de la relation humaine. Et dans ce cas-là, il faut juste se dire, finalement, ça matche pas comme on le souhaitait. En tout cas, j'ai jamais été fâché qui que ce soit, donc ça n'a jamais été du style dégage parce que t'es qu'un imbécile, hein, et voilà, moi je veux plus entendre parler de toi. C'était plus un constat d'échec et de se dire finalement on n'arrive pas forcément à aller plus loin, on n'a pas forcément cette envie commune, parce que c'est aussi une question d'envie, et simplement avoir l'honnêteté de se dire. Il peut arriver aussi qu'avec un athlète, d'un côté comme de l'autre, ou conjointement on ait l'impression d'être allé au bout, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire et qu'on peut pas faire plus, et que peut-être le changement est un peu la clé pour continuer à évoluer, à progresser. Ça arrive avec tous les entraîneurs, on le voit assez régulièrement. Voilà, il faut juste savoir dire stop. C'est comme dans tout, c'est comme une relation amicale, amoureuse, relation professionnelle. Des fois, on fait un chemin ensemble, mais c'est pas pour ça qu'on fait le chemin toute notre vie ensemble. Après, je pense aussi que il y a des tempéraments d'athlètes, il y a des tempéraments d'entraîneurs. Tu prends par exemple Philippe Lucas, tu prends O'Neill ou tu prends Fred. C'est des tempéraments très différents. Donc tout le monde n'est pas fait aussi pour s'entendre. Et c'est comme dans le monde du travail, hein. Il y a des gens avec qui vous allez bien vous entendre et d'autres pas. C'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre. C'est juste une question de tempérament. C'est très personnel tout ça. Et même nous, au sein du Secret Club, donc les programmes d'entraînement qu'on propose, on sait qu'on pourra pas correspondre aux attentes de tout le monde, mais on l'accepte très bien parce que c'est impossible. Sinon, vous êtes un peu insipide. On défend une certaine vision de l'entraînement, on défend certaines valeurs, on défend une certaine exigence, et ça ne peut pas coller à tout le monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, on ne veut pas non plus industrialiser la chose et être obligé d'accepter tout le monde. Je vais prendre une image, mais prends par exemple l'éducation, prends une école de commerce. Tu peux avoir une école de commerce comme HEC où c'est très dur d'y rentrer, et quand tu sors d'HEC, ça a une vraie valeur, ou tu peux avoir une école de commerce un peu bidon qui veut juste prendre ton argent, et une fois que tu as payé, c'est un peu un diplôme pochette surprise, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est une question de philosophie, c'est une question de ton rapport au sport, c'est une question de tes attentes, c'est une question de ce que tu attends de tes entraînements. C'est très personnel, et il faut trouver la bonne personne pour t'accompagner dans ta vision que toi tu as du sport. C'est avant tout, comme je disais, une aventure humaine. Guillaume prenait exemple des styles, par exemple, que je suppose très différents entre Philippe Lucas et moi. Tu as des athlètes qui ont besoin qu'on soit plus derrière eux, qu'on leur crie dessus, qu'on leur parle de manière un peu dure. Je peux parler un peu durement aux athlètes, mais pas du tout dans le même style. Et peut-être que des athlètes, pour vraiment se dépasser et s'épanouir, ont besoin de cet environnement-là que moi, très honnêtement, je ne peux pas offrir parce que c'est pas dans ma nature, très honnêtement. Et dans ce cas-là, voilà, c'est tout simplement ça. C'est comme disait Guillaume, à un moment ça match ou ça matche pas, et ça ne remet pas en cause. Ça veut pas dire que l'un est bien et l'autre est pas bien, ou voyez, c'est simplement ça. C'est que il faut aller là où les choses nous correspondent et répondre à nos attentes. Alors Guillaume, maintenant j'ai une question qui je pense va beaucoup te plaire. C'est une question de Charlotte WLB. À quand un podcast sur le canicross ? C'est une bonne question. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Alors pas forcément que sur le canicross, mais sur comment est-ce qu'on peut faire du sport avec son compagnon à quatre pattes, parce que je pense que c'est aujourd'hui de plus en plus de personnes justement veulent partager des choses avec leurs animaux, et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée des relations fortes avec le meilleur ami de l'homme. Donc voilà, j'aimerais bien, mais pour l'instant j'ai pas encore le temps et ni les ressources pour. Mais si j'ai une petite
petite fenêtre de tir. Peut-être pas sur 3-4 saisons, mais peut-être un peu à l'image de 93 jours, ce que j'avais pu faire. Pourquoi pas, à voir. Mais bon, voilà, j'ai pas le temps encore pour. Mais ça me tient quand même vachement à cœur de le faire. Alors je préviens tout de suite, je ne serai pas de la partie parce que je suis totalement incompétent en la matière, bien que comme Guillaume. Pour l'instant, Fred, pour l'instant. Sensible. Parce que je vais t'offrir un petit chien à Noël que je me fasse accompagner, mais voilà, voilà, c'est à l'heure actuelle, c'est quelque chose on avait échangé avec Johan Koval qui est très canicross, mais effectivement, je serais incapable de donner quelques conseils que ce soit en fait. Et mon chat est un peu feignant, donc j'emmène pas corps avec moi. On a rarement vu des chats faire de l'agility quand même. Hein. Exactement. Alors, prochaine question de Lucie Sautois. Pensez-vous qu'il y ait une part de chance dans le sport ? Moi, pas du tout. Alors là, déjà, mais de manière absolue, mais c'est un peu une pensée comme ça, catégorique et un peu dure, je ne crois pas à la chance. C'est ton côté cartésien, ça, Fred. Non, c'est que, voilà, c'est à la rigueur... pour les gens qui croient, qui ont une certaine foi spirituelle, on pourrait parler de Dieu ou d'une destinée. Pour ceux qui ne le sont pas du tout, on pourrait parler de probabilité. Mais la chance, en fait, moi, j'ai énormément de mal à accepter ce concept-là, et encore plus dans le sport. Je préfère, alors peut-être qu'on va dire que je joue sur les mots, je préfère le terme de réussite. On peut avoir de la réussite. Mais c'est souvent ce qu'on appelle par chance, c'est-à-dire que on peut tenter des choses, ça passe, des fois ça passe pas. C'est pas une question de chance, c'est une question de réussite. À un moment, quand on dit les astres sont alignés pour une raison qu'on ne maîtrise pas, est-ce que c'est juste de la probabilité? Est-ce que c'était parce que c'était notre jour, que c'était écrit comme ça dans les astres? Ça, chacun son idée là-dessus. Mais la chance, un peu, c'est pour moi, c'est le truc qui te tomberait dessus alors que tu n'as rien fait pour. Et lorsque les gens, par exemple, parce qu'on parle de sport, passent du temps à s'entraîner, des fois ils consacrent une vie, ou en tout cas ils consacrent un temps important dans un objectif et le réussissent, bien sûr il y a un facteur réussite, parce qu'ils ont pu être dans la bonne course, le jour où ils étaient super bien, les conditions climatiques étaient ultra favorables, en plus c'était le parcours de rêve. Ce sont des facteurs de réussite. Pour moi, c'est pour ça que je différencie les deux. La chance, c'est la personne qui s'est quasiment jamais entraînée de sa vie, qui se retrouve sur un parcours le plus difficile de la planète et qui, pour raison inexpliquée, va te faire 2h05 sur marathon. On pourrait dire qu'il y a de la chance ou qu'il y a une intervention, même un miracle à ce niveau-là. Mais vraiment, un sportif, un athlète, quel que soit son niveau, s'entraîne avec un objectif en tête, l'atteint, voire le dépasse, il a quand même globalement mis en place ce qu'il fallait pour. Donc, c'est ce que j'appelle le facteur réussite, en fait. Mais peut-être que je joue un peu sur les mots. Je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume, mais vraiment, pour moi, ça n'existe pas, en fait, la chance. Moi, en fait, je pense que... Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, en tout cas, le sport, c'est peut-être l'une des seules choses encore où la chance ne rentre très peu en œuvre ou en compte. Alors après, on peut avoir de la malchance. Tu peux te préparer comme un fou pour un semi-marathon ou pour un marathon, et puis le jour J, tu as des conditions catastrophiques. Là, c'est de la malchance, tu vois, à la rigueur. Mais par contre, là, en fait, je pensais pendant longtemps, j'ai mis de côté un peu cette notion de chance, mais je pense qu'elle est quand même assez hypocrite. Je suis tombé sur un article récemment, je crois dans Le Point, qui expliquait que 80%, par exemple, des millionnaires français le tenaient de l'héritage. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu as hérité, que tu ne mérites pas et que tu ne peux pas être un excellent entrepreneur et fructifier cet argent. Et statistiquement, il y a beaucoup de nouvelles générations qui font mieux que leur aîné. Donc, attention, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, le fait d'être né en France, d'être né dans une bonne famille, c'est déjà de la chance. Donc, je suis un peu revenu sur ça, et je pense qu'il faut aussi accepter que malheureusement, la chance fait partie de notre vie, qu'il y a des choses injustes qui arrivent. Il y a des gens qui ont de la chance, des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Je pense que tu as un cycle aussi. Je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes tickets de chance et tickets de malchance. Après, c'est de la gestion. C'est ceux qui arrivent à capitaliser sur ça et donc à réavoir des tickets et ceux qui n'y arrivent pas. Mais voilà, moi aujourd'hui, j'accepte que la vie aussi est faite de chance, et je pense que, par exemple, si c'est pas la chance, c'est quoi, Fred? C'est le travail. Tu sais très bien, toi comme moi, que le travail n'est pas une clé de la réussite. Nous, il y a des épisodes où on travaille énormément, c'est pas ceux qui marchent le plus, et des épisodes où on travaille pas beaucoup, c'est ceux qui marchent le plus. C'est pas le travail aussi. Il faut
On travaille toujours beaucoup, Guillaume. Je vois pas ce que Oui, tu non, dis. mais tu sais qu'il y a plein de gens qui créent des boîtes, qui créent des trucs et qui travaillent énormément et qui sont des bourreaux de travail, qui réussissent pas, et d'autres qui travaillent. Donc en fait, je comprends cette valeur-là, mais il faut aussi être honnête, quoi. Et des fois, la vie est extrêmement complexe, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est complexe, mais c'est pour ça que moi je parle en fait de réussite. Et tu dis toi-même, des fois peut-être on met moins d'application et la chose fonctionne mieux, elle réussit mieux, c'est vraiment de la réussite. La chance, c'est quand même à un moment on a décidé de faire quelque chose. Des fois on réussit pas, on a aussi, comme tu le dis, on a eu des épisodes qu'on a peut-être surinvesti parce qu'on peut-être nous intéressait plus. Et sont peut-être ceux qui ont le moins intéressé. Mais en tout cas, ceux qui ont marché, par exemple, si on prend cet exemple-là, on en parlait, j'ai du mal à me dire que c'est de la chance parce qu'il y a quand même une réussite parce qu'à un moment, on l'a fait. Si tu veux, c'est pas tombé du ciel comme ça. Et en sport, d'autant plus. C'est pour ça que mais c'est subtil. C'est pour ça que je dis que moi, la différenciation que je fais, elle est subtile. Quand je dis de la réussite, certains vont me dire, oui, mais tu parles de réussite, mais c'est de la chance finalement. Peut-être la chance, c'est remettre les choses pour moi au hasard. Et pour moi, le hasard n'existe pas. Tout est question de probabilité ou de foi, en fait. Soit on est quelqu'un d'athée et on estime que c'est une probabilité sur temps, voilà. Et l'autre, c'est la foi, dire c'est ma destinée, voilà, c'est comme ça. C'est ce qui nourrit, mais j'ai jamais vu, très honnêtement, et ça, je demande vraiment qu'on me prouve le contraire, quelqu'un qui a réussi sans rien tenter. L'inverse est vrai, par contre, alors on pourrait dire malchance, est-ce que du coup la chance n'existe pas, est-ce que la malchance existe, ça c'est un autre débat philosophique, mais en tout cas je n'ai jamais vu quelqu'un réussir, quel que soit le domaine et encore moins en sport, sans qu'il fasse ce qu'il faut pour. Donc il a eu de la réussite, il a réussi à transformer l'essai comme on dit, mais en tout cas c'est pas tombé du ciel si tu veux. Mais il y a une citation de Picasso qui disait « Si la chance me cherche, qu'elle me trouve en train de travailler », et je pense que c'est vraiment ça. Je pense que la chance seule ne suffit pas, ça c'est sûr et certain. Le travail seul ne suffit pas, c'est malheureusement aussi sûr et certain. Mais que si vous travaillez et d'un moment vous avez de la chance, et ben en fait c'est ce mélange-là aussi qui va vous permettre d'exploser. Donc voilà, gardez en tête l'expression de Picasso que je trouve vraiment bien. Si la chance me cherche, qu'elle me trouve en train de travailler. Donc ne comptez pas sur la chance, mais si elle arrive, profitez-en quoi. Alors j'en arrive à ma dernière question, qui est une question de Caro Macron. On vous voit quand sur un trail, les garçons ? Fred, tu n'es pas allé sur l'éco-trail, Fred, d'ailleurs, cette question, parce qu'il y avait un pari entre les membres. Bon, pas tout le monde va comprendre, mais dans le Secret Club, donc, qui est un réseau social où on partage et on échange avec tous les membres du programme, on avait lancé un petit défi à Fred pour qu'il court l'éco-trail de Paris, il devait le courir. On avait voté même pour la distance, après il avait un petit peu négocié, parce que c'est vrai que c'était un peu foufou. Et puis, j'ai pas vu de Fred, moi, le samedi au mois de juillet, peut-être que de la Tour Eiffel. Pas bien regardé, non, je plaisante, j'y étais pas. Alors moi déjà, par rapport à la question, on vous voit quand sur un trail, en tant que coureur ou en tant que spectateur ? En tant que spectateur, très rapidement, je pense. En tant que coureur, il y aura un peu plus de temps. Tout à l'heure, on parlait de la manière dont on s'entraînait en ce moment. Je pense que ma réponse donne un élément de réponse par rapport à ça. Je pense que pour l'instant, on va pas me voir sur une course, mais que ce soit un trail ou une course sur route, ou un 100 km ou quoi que ce soit, ou même 100 km. Je pense que à l'heure actuelle, je suis pas forcément dans les conditions qui me le permettent et dans la dynamique, mais effectivement, je devais être présent à l'éco-trail et je m'étais d'ailleurs préparé sérieusement pour faire Alors au début, 3 semaines avant l'événement, on me lance le défi d'aller sur 80, donc j'ai rappelé un peu tout le monde à un peu de mesure que 80 km, quoi qu'il arrive, ça ne s'improvise pas et je n'étais pas du tout en capacité. Et puis après, j'ai eu un contretemps de type personnel et comme notre ami qui veut préparer l'UTMB, j'ai dû faire un choix, j'ai dû prioriser et voilà, mais je me suis pas totalement défilé, mais finalement voilà, moi ça m'a ramené finalement à la motivation pour laquelle on fait les choses, parce que je me suis laissé embarquer avec plaisir par le défi qu'on m'a lancé, mais c'est pas quelque chose que j'ai initié moi-même et finalement les éléments m'ont un peu rattrapé, ont fait que j'ai pas pu le mener à bout et je me dis bon voilà, finalement quand on fait quelque chose, il faut le faire d'abord pour soi, on en parle souvent sur les motivations intrinsèques et extrinsèques. Il faut le faire pour soi et d'abord que le mouvement initial vienne de nous-mêmes. Alors après, il y a eu un impondérable extérieur, ça c'est autre chose, mais moi je suis plutôt de ce type de personne qui dit finalement si la vie m'a rattrapé, c'est peut-être aussi qu'il fallait qu'elle me rattrape sur ce coup-là. Je ne dis pas jamais, très honnêtement, parce que j'ai déjà fait des trails de distance, on va dire plus qu'abordable, c'est-à-dire j'ai jamais fait un trail de plus de 50 km.
Mais why not? Sur une distance, si UTMB, je peux le dire d'ores et déjà, je pense qu'on m'y verra jamais. Parce que voilà, ça demande une telle préparation que je sais qu'à l'heure actuelle, j'en ai pas forcément l'envie, déjà tout simplement à la base. Donc si on n'a pas l'envie, on peut pas y aller. Sur des choses plus courtes et plus roulantes, peut-être, mais à une échéance quand même globalement assez éloignée pour l'instant. J'ai d'autres priorités à l'heure actuelle, et donc j'ai priorisé, et le fait d'aller sur trail ou même d'autres types de compétitions n'est pas du tout inscrit à l'ordre du jour me concernant. C'est dommage, parce que ce serait vraiment cool de te voir sur les côteries de Paris. Moi, j'aurais adoré, tu vois. Mais bon, peut-être un jour. Hein, le prochain est dans un an, donc pourquoi pas? D'ici là, on verra sur une distance intermédiaire, mais voilà. Pourquoi pas. Et puis moi, j'en ai déjà couru un, c'est pas très très bien passé. J'ai pas des bons mollets, j'ai déjà dit, c'est pas trop mon truc. Moi, quand déjà je traverse le bois de Boulogne à Paris, j'ai l'impression d'être dans l'épreuve finale de Koh-Lanta. Donc tu me mets vraiment sur un parcours, je pense que je vais. Mais j'aimerais, enfin, de plus en plus en tout cas. C'est maintenant que j'ai déménagé, que je cours en forêt et tout, ces trucs que j'aime beaucoup. Je pense que je serai jamais très compétitif et que j'aurai pas vraiment l'envie d'aller chercher de la performance comme j'ai pu l'avoir sur les courses sur route. Mais ça me botte de plus en plus. Donc pourquoi pas plus tard. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci à vous deux de vous être à nouveau prêtés au jeu des questions-réponses. Je vous laisse désormais prendre un repos bien mérité et profiter de cet été qui sera évidemment placé sous le signe des anneaux olympiques. Évidemment, on va profiter des Jeux Olympiques, on va travailler et puis voilà, rendez-vous maintenant à la rentrée. On espère fin août, début septembre pour la saison 4. Et puis pour toutes celles et ceux qui peut-être veulent encore écouter des contenus sur la course à pied, vous avez aussi le podcast Objectif Marathon et Objectif Semi que vous pouvez dévorer si ce n'est pas encore fait, qui lui sera mis à jour pendant l'été. Voilà, j'en profite pour vous en parler parce que c'est vraiment un super podcast. Et je dis pas ça parce que c'est nous qui le produisons. Eh ben, moi aussi, à mon tour de vous remercier, déjà toi Lauriane et Guillaume et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, de vous souhaiter des bonnes vacances, excepté ceux qui vont préparer le marathon de Paris, et encore plus avec nous puisque on les suivra, et notamment moi, tout au long de l'été, tout au long de la prépa. Donc ces personnes-là m'auront en contact direct au cours du mois d'août, donc pas de vacances pour les braves. Les pauvres, on les plaint. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut. Au revoir.